Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition de l'actualité. Place au sommaire. Extension de Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé à Menkao, dans la commune de Maluku, les travaux d'une nouvelle ville moderne et durable. Un vaste projet de 43 000 hectares destiné à désengorger la capitale, porté par un partenariat sino-congolais. Et puis, Cannes Maroc 2025, les léopards de la RDC entrent en lice ce mardi face aux guépards du Bénin. À la veille de ce premier match, le sélectionneur Sébastien Desabre et le capitaine Chancel Mbemba affichent clairement les ambitions congolaises. Enfin, énergie en Afrique, Afriksimbank et Herz Energy ont signé à Abuja un accord de financement de 750 millions de dollars pour soutenir l'expansion du secteur pétrolier et gazier et renforcer les infrastructures énergétiques du continent. Je l'ai annoncé au sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a procédé ce lundi 22 décembre 2025 à la pose de la première pierre marquant le lancement du projet d'extension de la ville de Kinshasa. La cérémonie s'est tenue à Menkao, dans la commune de Maluku, à l'est de la capitale. Cette vaste initiative vise la création d'une nouvelle ville moderne et durable sur une superficie de 43 000 hectares à Maluku, situé à environ 45 km du centre-ville. L'objectif est de désengorger Kinshasa à travers un partenariat sino-congolais soutenu par des financements privés. Didier Lunga pour les détails. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé au lancement des travaux d'extension de la ville-province de Kinshasa à travers le projet baptisé Kinshasa Kiamona, qui signifie la renaissance de Kinshasa, lors de la cérémonie de pose de la première pierre. Ce geste marque le début d'une nouvelle phase de développement urbain. Des travaux préparatoires sont déjà en cours dans la commune de Maluku, où sont prévues des infrastructures modernes, une cité industrielle, des hôpitaux ainsi que des réseaux de transport améliorés dans le but de désengorger la capitale congolaise. Le projet vise à créer une extension moderne de Kinshasa capable d'accueillir jusqu'à 5 millions d'habitants. Estimée à 50 milliards de dollars américains, cette nouvelle cité sera construite sur une superficie de 43 000 hectares dans la commune de Maluku. Le gouverneur de la ville a rassuré l'opinion quinoise quant à l'impact économique de ce projet, qu'il considère comme un véritable levier de croissance susceptible de générer de nombreux emplois, en particulier en faveur des jeunes. Kinshasa Kiamona constitue un important levier de croissance économique. Il générera de nombreux emplois, particulièrement au bénéfice de la jeunesse, tant durant la phase de construction que dans les activités économiques futures liées au commerce, aux services et à l'entrepreneuriat. Il convient de noter que Kinshasa Kiamona prévoit l'édification d'une ville ultramoderne située à 45 km du centre-ville de Kinshasa, avec pour objectif principal de désengorger la capitale, appelée à devenir surpeuplée d'ici 2030. À ce jour, plus de 18 milliards de dollars américains ont déjà été mobilisés. Les travaux s'étaleront sur une période de 8 ans. Le projet ne sera pas financé par l'État congolais, mais par des partenariats publics-privés pilotés par le promoteur financier anglo-suisse Carousel Finance, maître d'ouvrage du projet. Projet d'extension de la ville de Kinshasa, on en parle ce soir avec notre intervenant. Il s'agit de Dieudonné Bonali qui est déjà avec nous sur Kankokolo, Kitoko, toujours dans la commune de Maluku. Et puis la centrale photovoltaïque de 1000 MW à Menkao, toujours à Maluku. Projet 1000 maisons dans la périphérie d'Njili Brasserie. Et sans oublier les maisons préfabriquées qui avaient fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cette fois-ci, le gouvernement a mis les bouchées doubles, financement déjà disponible,
engins matériels comme nous l'avons vu dans ces images, déjà sur place, autorisation déjà accordée aux développeurs et bâtisseurs et pour la réussite de ces projets. Cette fois-ci, rien ne viendra empêcher ces projets qui poursuivent pour, entre autres objectifs, réduire les embouteillages à Kinshasa, disséminer la population de Kinshasa sur toute l'étendue de la province, au lieu qu'elle soit entassée sur 23 provinces seulement, qui constituent moins de 10% de l'étendue et de la capitale. Désengorger la ville-province de Kinshasa, créer des emplois massifs pour les nombreux chômeurs et Kinois. Nous soulignons aussi que Kinshasa-Kiamona n'est pas une nouvelle province qui a été créée parce que les sites choisis se trouvent dans la commune de Maluku, qui se trouve être la plus grande commune de Kinshasa. Déjà, c'est une bonne chose à saluer et à soutenir. Alors, Dieudonné Bonali, à la hauteur de ce projet justement qui s'étendra sur 43 000 hectares, est-ce que les constructeurs auront besoin des tonnes de ciment gris? Est-ce que le marché local est à mesure de satisfaire justement la demande par rapport à ce projet? Ça aussi, c'est une bonne question. Pour bâtir une nouvelle cité telle que Kinshasa-Kiamona, les bâtisseurs, les constructeurs, les développeurs, même les aménageurs, les paysagistes ont besoin de l'eau. Kinshasa-Kiamona se trouvant à Maluku, Maluku elle-même a un port fluvial. Maluku se situe non loin du grand et majestueux fleuve Congo. Il ne va pas se poser des problèmes pour l'eau et pour la construction de cette nouvelle cité. Pour l'électricité, le gouvernement est en train de fournir des efforts pour réhabiliter les centrales d'Inga 1 et 2. Et dans un proche avenir, la pose de la première pierre pour Inga 3. Pour ces deux, les solutions ont déjà été trouvées. Concernant la main-d'œuvre, nous avons une main-d'œuvre disponible bon marché et de qualité aussi en quantité. Mais le grand souci était celui de trouver des cimenteries capable de répondre à la demande qui est très grande parce qu'on aura beaucoup besoin de tonnes de sacs de ciment. Il y a déjà un boom immobilier à Kinshasa. Et, rien qu'à voir Gombe, la commune de Gombe, à cela s'ajoutent les projets des particuliers. Et là, le gouvernement nous amène un grand projet d'envergure, Kinshasa-Kiamona. Donc la demande en termes de ciment gris va encore augmenter. Et Dieu merci, dans la partie ouest de Kinshasa, on est tenté de développer beaucoup de cimenteries. Il y a PPC Barnett qui est déjà opérationnel. Il y a Silou, il y a Simco, il y a la cimenterie nationale Sinat qui est en processus de relance. Il y a une nouvelle cimenterie qui vient d'entrer en production, il s'agit de Sol Congo. Et toutes ces cimenteries, d'après nos sources, se proposent de doubler leur capacité de production en 2026 afin de répondre à la demande de plus en plus croissante des développeurs de projets immobiliers et surtout à répondre aussi à la demande des particuliers pour la construction des maisons, des projets hôteliers et sites touristiques. Voilà, nous comprenons que toutes les mesures justement ont été prises justement pour que ce projet puisse voir le jour. Ça, c'est une certitude. Il faudra aussi qu'on mette fin à la lourdeur administrative, qu'on assure le suivi, parce que si les projets que nous avons cités ont échoué parce qu'il n'y avait pas de suivi, comme on le voit avec les projets de Rocade et les projets de l'aéroport international d'Ndjili et d'autres projets d'envergure qui ont réussi à travers les pays. Il faut vraiment assurer le suivi et donner des facilités fiscales et des facilités administratives à ces groupements chinois qui s'est déjà proposé et qui est déjà sur le terrain pour développer les deux premiers projets que nous avons vus dans les reportages. Voilà, merci à vous Dieudonné Bonali pour cette très belle intervention. Merci aussi à vous pour l'invitation.
Poursuivons avec ce journal. À Entebbe, en Ouganda, les chefs d'État et de gouvernement de la région des Grands Lacs se sont réunis ce dimanche pour un sommet ad hoc consacré à la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Au cœur des discussions, le retrait des forces étrangères, les divergences persistantes entre Kinshasa et Kigali et la recherche d'une escalade régionale durable. Suivez. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part aux travaux par visioconférence. Le sommet tenu au State House était présidé par le chef de l'État ougandais, Yoweri Museveni, en présence des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, ainsi que des représentants de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Union européenne et des États-Unis. Dans son intervention, le président Félix Tshisekedi a fermement rejeté les annonces de retrait de l'Alliance Fleuve Congo M23, notamment dans la zone d'Ouvira, qu'il a jugée non effective. Il a souligné que des éléments armés restent présents sur le terrain et que les populations civiles continuent de subir les conséquences de l'insécurité. Le chef de l'État congolais a exigé un retrait total, effectif et vérifiable des troupes rwandaises du territoire congolais, insistant sur le fait que toute avancée vers la paix doit se traduire par des actions concrètes. De son côté, le Rwanda, représenté par son ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a mis en avant la menace du FDLR, présentée comme la principale source d'instabilité dans la région. À l'ouverture des travaux, le président ougandais Yoweri Museveni s'est montré prudemment optimiste, appelant à une approche collective pour parvenir à une paix durable. Alors que la crise humanitaire se poursuit dans l'est de la RDC, les populations affectées attendent désormais des décisions fortes et des résultats tangibles sur le terrain. Le mandat de la MONUSCO vient d'être renouvelé. À cette occasion, le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, salue cette décision tout en appelant à une adaptation de la mission aux réalités actuelles du pays. Pour la NSSC, il est désormais nécessaire que cette mission onusienne s'inscrive dans une nouvelle dynamique axée notamment sur le retrait des troupes étrangères, la stabilité durable et la mise en œuvre effective des accords de paix. Écoutez Jonas Tchombela, joint au téléphone par Patience Lokeke. Nous saluons le renouvellement du mandat de la MONUSCO. En même temps, nous pensons que ce mandat devrait être recadré et adapté à l'environnement du travail tel que la situation du Congo se présente actuellement. Mais nous sommes également heureux que celui qui va remplacer Mme Binta est un Américain et que ce dernier devra s'inscrire dans l'agenda des accords de Washington et de la résolution 2773, ce qui nous aidera à aller très vite à la recherche de la paix, la stabilité et que les troupes rwandaises sur le sol congolais puissent totalement quitter l'ensemble du Congo et nous laisser la paix pour penser le développement du pays. Donc nous sommes favorables, mais ne sommes pas prudents parce que la MONUSCO a déjà fait plus de 30 ans. Dans la guerre, ils repartent toujours en nourrissant la guerre. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Le FMI décaisse 442 millions de dollars en faveur de la RDC, dont une importante part destinée à l'appui budgétaire. Cette décision prise après l'évaluation positive des programmes FEC et FRD confirme la stabilité macroéconomique et renforce la crédibilité financière du pays. Daniela Kalala. La République démocratique du Congo bénéficie d'un nouveau décaissement de 442 millions de dollars américains du Fonds monétaire international. Cette enveloppe intervient à la suite de l'approbation de la deuxième revue du programme au titre de la facilité élargie du crédit, ainsi que de la première revue de l'accord relevant de la facilité pour la résilience et la durabilité. Sur ces montants, plus de 312 millions de dollars sont destinés à l'appui budgétaire afin d'aider l'État à financer ses priorités économiques et sociales. La facilité élargie des crédits accordés aux pays à faible revenu vise à stabiliser l'économie, à renforcer la discipline budgétaire et à soutenir les réformes économiques. La facilité pour la résilience et la durabilité, quant à elle, accompagne les pays dans la mise en œuvre des réformes de long terme, notamment dans le domaine des infrastructures, de la résilience économique et du développement durable. Pour le FMI, ces décaissements constituent une preuve de la stabilité du cadre macroéconomique congolais, rendu possible par une meilleure
meilleure coordination des politiques économiques et une gestion prudente des finances publiques. Grâce à ces programmes, la RDC pourrait mobiliser près de 1,8 milliard de dollars d'appui budgétaire destinés à soutenir plusieurs projets structurants. Parmi ceux-ci figurent le barrage hydroélectrique des Katindé, la route nationale numéro 7, ainsi que le projet Compact, essentiel pour la relance économique, le renforcement des infrastructures et la promotion du développement durable. Selon les analystes, cet accord avec le FMI renforce la crédibilité internationale de la RDC, rassure le partenaire financier et contribue à instaurer un climat favorable à l'investissement. Sur le plan économique, ces financements agissent à la fois comme un stabilisateur macroéconomique et un accélérateur de croissance avec des retombées attendues sur l'emploi, les infrastructures et les services publics. En résumé, cette décision du FMI constitue un levier stratégique majeur pour la RDC, un signal positif au niveau régional et un pas important vers une croissance plus résiliente et inclusive au bénéfice de la population congolaise. Et le programme Bus de nuit à Ofélé, annoncé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a été officiellement lancé ce samedi 20 décembre en présence de la population et du directeur général de Transco. Cette initiative a été accueillie avec enthousiasme, marquant le début d'un service de transport gratuit pour les nuits de fin d'année. Commentaire de Myriam Likio. C'est sous une atmosphère festive que le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a procédé au lancement officiel du programme spécial de transport nocturne baptisé Bus de nuit à Ofélé. Ces projets, prévus pour la période du 20 décembre 2025 au 5 janvier 2026, visent à faciliter la mobilité des Kinois durant les fêtes de fin d'année. La cérémonie de lancement s'est tenue en présence de plusieurs autorités, dont le directeur général de la société de transport public Transco, ainsi que de nombreux habitants venus saluer cette initiative. Dans son allocution, Daniel Bumba a lancé officiellement le programme en expliquant que cette initiative vise à faciliter les déplacements des Kinois pendant la nuit, surtout en période des fêtes. Lelo ndenge lobami awa eza bongo lancement ya ba bus de nuit ya Ofélé. Eloko ezalaki bongo makanisi elati nzoto. Eulika kopesa esengo. Sylvestre Bilambo, directeur général de Transco, a salué l'initiative du gouverneur qu'il considère comme une réponse concrète aux besoins des mobilités de Kinois. Je tiens en ce jour solennellement à remercier l'hôtel de ville de Kinshasa avec cette initiative louable d'innovation pour accompagner cette population qui mérite un accompagnement du genre facilitation et mobilité. Notons que ces programmes consistent à mettre gratuitement à disposition de bus dans certains axes de la ville entre 22h à 4h du matin. Ces véhicules seront identifiables par marquage spécial et suivront un itinéraire bien défini. Conçue pour 500 détenus, la prison centrale de Bunia en accueille aujourd'hui près de 2000, une situation alarmante dénoncée par son directeur qui reflète une crise carcérale généralisée en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Dieu merci Vouvou rendu par Jigenende. La prison centrale de Bunia fait face à une situation de surpopulation carcérale alarmante, une réalité que son directeur a publiquement dénoncée ce dimanche 21 décembre. Un constat qui illustre une crise plus large touchant de nombreuses prisons à travers la République démocratique du Congo. Selon le responsable de cet établissement pénitentiaire, la prison centrale de Bunia, initialement conçue pour accueillir 500 détenus, en compte aujourd'hui près de 2000. Une promiscuité extrême qui expose les détenus à des conditions de détention jugées préoccupantes. Nos prisons et nos cachons ne sont pas assainis dans les conditions qui tiennent compte du respect ou de la sacralité de la vie humaine. Les conditions de carcération deviennent une maltraitance et deviennent automatiquement une torture par rapport au nombre, aux conditions d'infrastructure, le traitement, l'état dans lequel se trouvent les prisonniers dans nos prisons actuelles. Ce sont des conditions inhumaines qui nécessitent l'intervention
des autorités habilitées. Cette situation n'est pas isolée. Elle est similaire à celle observée dans plusieurs autres prisons du pays. À Kinshasa, la prison centrale de Makala, prévue pour 1500 détenus, hébergerait actuellement entre 14 000 et 15 000 personnes, selon des estimations concordantes. Même constat à la prison militaire d'Ondolo, conçue pour 500 places, mais qui accueille aujourd'hui plus de 2000 détenus, d'après un rapport officiel d'Avocats sans frontières. Pour Maître Armand Lokeka, président national de la Ligue des défenseurs des opprimés et de la justice sociale, la situation est tout simplement inacceptable. Il déplore des conditions carcérales qui ne respectent ni la dignité humaine, ni les normes minimales en matière de droits humains. Pour le cas actuel et comment il faut le résoudre, je pense qu'à deux manches, l'État doit être partenaire des ONG, sensible de pouvoir faire le suivi auprès des autorités judiciaires afin de donner lieu au procès pour que tout détenu sache de quoi il est en prison. Puisqu'il y a des dossiers, des gens qui ont fait 3 ans, son dossier est au parquet, il n'a jamais été fixé et il ne connaît pas son sort, tandis que la Constitution de la République voudrait que tout Congolais a le droit d'être entendu ou jugé dans le délai et être informé de son sort par rapport à sa situation dont la justice l'interpelle. Maître Armand Lokeka appelle par ailleurs le gouvernement congolais à travailler en synergie avec les organisations non gouvernementales actives dans le secteur pénitentiaire afin d'améliorer durablement des conditions carcérales décriées depuis de nombreuses années. En sport, les Léopards de la République démocratique du Congo débutent avec la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 face aux Guépards du Bénin mardi 23 décembre sous le coup de 13h30. À la veille de cette rencontre, les Fauves congolais ont affiché leurs ambitions lors d'une conférence de presse animée par le sélectionneur Sébastien Desabre et le capitaine Chancel Mbemba. Blaise Kuzola. Dans ses propos, Sébastien Desabre a adressé un message plein d'optimisme aux supporters congolais. L'état d'esprit est bon. Du coup, on a 27 joueurs. Il n'y aura qu'un seul joueur qui ne sera pas sur la feuille de match, qui sera Simon Delza, qui a encore besoin de quelques jours pour retrouver sa forme. Et tout le monde est arrivé en pleine forme, il n'y avait pas de blessés au début du stage, à part Marius Roykens qu'on a remplacé par Gaël Kakuta. Donc on a 26 joueurs qui sont à 100% pour répondre à l'appel du coach, à l'appel de la nation pour le match du Bénin. De son côté, le capitaine Chancel Mbemba a lancé un appel à l'unité. Et au soutien de tous les pays derrière l'équipe nationale. On sait très bien, c'est notre premier match. Donc ça ne va pas être facile. Nous on est focus, on travaille, chaque athlète, on est placé. Chaque joueur. On est motivé, il est donné tout sur le terrain de nous. Nous continuons. On attend de nous. Porté par des cadres expérimentés comme Mbemba, Bakambu, Elia ou Mayele, la sélection congolaise aborde cette CAN avec confiance. Après de bons parcours lors de précédentes éditions, la RDC vise cette fois le dernier carré, voire le titre, s'appuyant sur une équipe compétitive et ambitieuse, logée dans le groupe D. Aux côtés du Sénégal, du Bénin et du Botswana, le Léopard font face à un groupe relevé, notamment avec le champion en 2021, le Sénégal. Mais l'expérience et les talents de la RDC lui permettent d'aborder cette échéance avec la ferme volonté de se qualifier pour les phases à élimination directe. Mesdames et messieurs, l'actualité c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à la page internationale. En décembre 2025, le Kenya a enregistré un pic de consommation de 2439 MW alors que la production moyenne entre juillet et août 2025 était d'environ 600 MW issus des sources renouvelables comme l'hydroélectrique et le solaire selon Low Carbon Power. Pour répondre à ce défi, un partenariat stratégique de 311 millions de dollars a été signé le 15 décembre 2025 entre Ketraco Africa
Africa 50 et l'Indien Power Grid Corp, JGND. Le Kenya, reconnu comme un leader africain dans le domaine de l'énergie renouvelable, se trouve à un tournant crucial de son développement énergétique. En décembre 2025, le pays a enregistré un pic de consommation de 2439 MW, un chiffre impressionnant comparé à la production moyenne de 600 MW entre juillet et août de la même année, principalement issus de sources renouvelables telles que l'hydroélectricité et le solaire. Cette demande croissante, alimentée par une urbanisation rapide et une industrialisation en plein essor, pose un défi majeur pour un secteur énergétique encore en développement. Malgré les progrès réalisés, des coupures de courant demeurent fréquentes, particulièrement dans l'ouest du pays, ce qui souligne la nécessité de renforcer les infrastructures électriques. Dans ce contexte, un partenariat stratégique d'envergure a été signé le 15 décembre 2025 pour soutenir l'expansion et la modernisation du réseau électrique du Kenya. D'un montant de 311 millions de $, ce projet rassemble des acteurs de poids, à savoir Ketraco, la société kenyane de transport d'électricité, Africa 50, un fonds d'investissement en infrastructures panafricain, et Power Grid Corp de l'Inde, un géant mondial de la gestion de réseaux électriques. L'objectif principal de ce partenariat est de construire 2 lignes électriques majeures dont la mise en place permettra non seulement de renforcer la capacité de transmission du réseau, mais aussi de réduire les pannes de courant, en particulier dans les zones rurales et les régions éloignées. Ce projet marque un pas décisif vers la transformation du secteur énergétique kényan. Non seulement il contribuera à répondre à la demande croissante d'électricité, mais il pourra également servir de modèle pour d'autres pays africains qui, comme le Kenya, investissent massivement dans les énergies renouvelables tout en cherchant à répondre aux besoins énergétiques locaux. Le renforcement de l'infrastructure, combiné à la diversification. Je l'avais dit en titre, Afreximbank et Earth Energies ont signé le 20 décembre 2025 à Abuja, au Nigeria, un accord de financement de 750 millions de $ américains destiné à soutenir l'expansion du secteur pétrolier et gazier et à renforcer les infrastructures énergétiques africaines. Encore une fois, JGND. Le 20 décembre 2025, la Banque africaine d'import-export et Earth Energy, une entreprise énergétique africaine, ont officialisé un accord de financement de 750 millions de $ destiné à soutenir le développement des projets d'exploration et de production pétrolière et gazière ainsi que des infrastructures connexes. Alors que plus de 600 millions d'Africains, soit environ 40% de la population, n'ont toujours pas accès à l'électricité, selon l'Agence internationale de l'énergie, ce financement vise à accroître les capacités de production, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à renforcer la sécurité énergétique à long terme du continent. Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie d'Afreximbank qui consiste à promouvoir l'industrialisation, le commerce intra-africain et la création de valeur ajoutée par le biais d'investissements accrus dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie. Selon les dirigeants de Earth Energy, cette installation permettra d'augmenter la production de pétrole à environ 100 000 barils par jour et la production du gaz à environ 250 millions de mètres cubes. Cela s'appuie sur la production actuelle de l'entreprise qui se lève respectivement à plus de 50 000 barils et 120 millions de mètres cubes de gaz par jour. Outre le financement, l'accord soutient l'objectif plus large d'Afreximbank, réduire la dépendance de l'Afrique aux sources d'énergie étrangères et donner aux entreprises locales les moyens de piloter le développement des ressources. Earth Energy s'est imposé comme un acteur majeur de la production d'énergie responsable en privilégiant les normes environnementales, sociales et de gouvernance. À présent, faisons place à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Dans mon mat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons cette revue avec Géopolice Hebdo qui revient sur l'enquête Nanga, la guerre et le mine
présenté à Kinshasa par le journaliste d'investigation Maïs Chibangu. Ces derniers affirment qu'aucun permis d'exploitation minière n'a jamais été enregistré au nom de Corneille Nangaa. Les vérifications auprès du cadastre minier montrent que le permis concerné, notamment le PE 5078, 5079 et 5081, sont attribués à la joint venture Kodo. Ces journalistes d'investigation nuancent cependant en évoquant des fonds estimés à environ 4 millions de dollars investis via des partenaires dans un montage partenarial complexe marqué par des conflits internes et une gouvernance fragilisée. À ces jours, souligne Chibangu, les titres relèvent du patrimoine minier de l'État, ce qui déconstruit l'idée d'un carré minier personnel de Nangaa. Sur le plan sécuritaire, le potentiel décrit une situation confuse et tendue à Uvira malgré l'annonce du retrait de l'FCM 23. Le FARDC affirme que les rebelles n'ont pas réellement quitté la zone et maintiennent une présence discrète ainsi qu'une administration parallèle. La FCM 23, de son côté, conditionne toute évolution à l'exclusion des FARDC et au déploiement d'une force neutre alors que les États-Unis exigent un retrait d'au moins 75 km et que la Chine appelle à cesser les opérations militaires. Dans le même registre, la référence plus rapporte la participation du président Félix-Antoine Tshisekedi au sommet ad hoc de la CIRGL. Le chef de l'État y a fermement contesté les annonces des retraits de la FC M23 d'Uvira, estimant qu'elles ne correspondent ni à la réalité du terrain, ni aux informations recueillies par les services compétents. Africa News estime pour sa part que pour Paul Kagame, le vent semble tourner contre Kigali. Le média évoque un moment critique où la stratégie fondée sur l'exploitation des ressources de Kivu à travers le chaos apparaît de plus en plus fragile alors que la reconnaissance et la dénonciation de la présence des soldats de forces rwandaises confèrent au Rwanda le statut d'agresseur. Sur le front économique, le phare note que la RDC figure parmi les meilleurs élèves du Fonds monétaire international grâce aux réformes engagées. Le 19 décembre, le conseil d'administration du FMI a conclu la deuxième revue de la facilité élargie des crédits et la première revue de la facilité pour la résilience et la durabilité. Enfin, Info 27 précise que cette décision autorise un décaissement immédiat de 442 millions de dollars américains. Le ministre des Finances, Doudou Famba, parle d'une étape importante dans la consolidation du cadre macroéconomique, affirmant que malgré la guerre injuste à l'Est, la stabilité macroéconomique est assurée. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Ce journal touche à sa fin, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres. Extension de Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a lancé à Menkao dans la commune de Maluku les travaux d'une nouvelle ville moderne et durable, un vaste projet de 43 000 hectares destiné à désengorger la capitale porté par un partenariat sino-congolais. Et puis Cannes Maroc 2025, les léopards de la RDC entrent en lice ce mardi face aux guépards du Bénin. À la veille de ce premier match, le sélectionneur Sébastien Desabre et le capitaine Chancel Mbemba affichent clairement les ambitions congolaises. Énergie en Afrique, Afrexim Bank et Heirs Energies ont signé à Abuja un accord de financement de 750 millions de dollars pour soutenir l'expansion du secteur pétrolier et gazier et renforcer les infrastructures énergétiques du continent. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis en cette période de festivités. Recevez nos vœux de paix, d'espoir et de bonheur. Très bonne soirée. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.